Madame, Monsieur, bonsoir. Pourquoi devrait-on cacher la paternité d'un enfant indéfiniment? Voilà donc la thématique autour de laquelle nous sommes avec notre auteur aujourd'hui qui a été professeur de mathématiques dans le système éducatif ivoirien de 1988 à 1995. L'homme est également diplômé de l'École nationale d'administration. Il a également occupé les fonctions de sous-préfet dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Morondo, Pricro, Etroko, Ouélé, Daoukro, avant d'être nommé directeur général de l'administration dans la région du Sud Comoé, où notre invité est présentement en service. Toujours dans le corps préfectoral, il faut le préciser, l'homme est très actif dans la vie associative. André Cablan, il s'agit de lui, est membre fondateur de la Ligue africaine de lutte contre la corruption, ALACO, dont il est l'actuel vice-président. Et Mensonges de femmes, l'œuvre qui nous rassemble ce soir est sa première œuvre romanesque. À l'entame, je disais, pourquoi cacher la paternité d'un enfant à son père? Vous nous plongez en plein pied dans le système Akan, dans le système matriarcat, où la femme a tout le pouvoir. On dit la femme sait exactement qui est le père de son enfant. Et cela ne pourrait donc faire l'ombre d'aucun doute ni d'aucun débat. Mensonges de femme, donc, est votre première œuvre, et vous touchez du doigt quelque chose d'inédit, mais un peu d'interdit, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là en public. On ne dit pas ça, comme on le dit, tout haut. Les choses se passent vraiment de façon très cachée et en famille. Pourquoi en faire une thématique dans votre œuvre? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Cablan. Justement, c'est parce que cela se dit à l'occasion de messe basse que nous avons décidé d'en faire une thématique pour appeler l'attention des femmes sur certaines conséquences qui pèseraient sur les enfants qui sont assujettis à ce genre de tractation. Mais justement, en Afrique, quand quelque chose se dit tout bas, on ne le porte pas tout haut. Parce que nous sommes en Afrique et vous savez que la valeur, le silence en Afrique sur certains points est très important. On n'en parle même pas. Madame, mais là, vous écrivez et cela reste dans la postérité. Madame, vous savez bien, pour ceux qui sont dans la spiritualité, que des fois, pour prier pour certains enfants, quand il s'agit de mener des prières de combat, pour faire des délivrances, il faut aller jusqu'à l'arbre généalogique pour mener à bien ces combats. Si l'enfant ne sait pas de qui il dérive en réalité, c'est un combat vain qu'il faut mener. De qui il vient, qui est son vrai père? Bien sûr, le géniteur. Ce serait donc un combat vain qu'il ferait mener à ces hommes de Dieu qui vont se mettre à sa cause. Donc c'est juste pour ce combat-là que vous écrivez, ou de façon personnelle, cette thématique vous parle, vous touche, vous vous dites, c'est vrai, je suis africain et très plongé dans la tradition, mais j'ouvre la porte vraiment, et j'allais dire j'ouvre, je soulève le toit, comme on le dit, et puis je mets à découvert tout ce qui se passe dans le secret. Non, il ne s'agit pas d'avoir été influencé par cette seule problématique. Nous avons voulu écrire pour nous amuser. Et donc, vous voyez que les premiers mots sont des mots de chagrin d'une femme. Ce sont des phrases qui nous ont été inspirées un jour dans notre lit. On s'est réveillé avec ce premier chapitre. Et après, nous sommes allés chercher qu'est-ce qui pouvait faire regretter une femme, qu'est-ce qui pouvait amener une femme à regretter. Et à l'occasion de conversations entre amis, l'idée est venue d'écrire sur ce sujet. On part sur la base de deux personnages, Nicolas et Claude pour l'instant, qui ont une relation, un enfant apparaît, à l'insu, enfin le père ne sait même pas, et l'enfant est attribué à quelqu'un d'autre. Pour le lecteur, que devrait-il déjà, à quoi devrait-il penser en disant une femme fait croire à un homme que son enfant est mort, son sang est mort, alors que ce dernier, l'enfant vit quelque part et l'enfant appelle quelqu'un d'autre papa? Je voudrais d'abord dire que ce roman a deux facettes, une facette à l'eau de rose. Et puis une facette assez... Une facette qui se veut de la littérature engagée. Nous sommes au niveau de la facette à l'eau de rose, c'est une histoire d'amour que nous racontons. Il faut donner un peu de piment dans la sauce, justement. Donc c'est une histoire que nous avons imaginée pour appeler l'attention des hommes et des femmes sur les relations qu'ils entretiennent et dire aux femmes
d'aventure, qu'elles devraient assumer les conséquences de leur choix. Quand elles ont choisi d'aller avec un homme, s'il y a une grossesse qui arrive, il faut bien l'assumer. Il ne faut pas calculer, aller attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre. Et quelles seraient les conséquences? Peut-être on se dit, en le faisant ainsi, l'enfant est protégé, il ne manquera de rien. Les conséquences pour qui? Pour Claude ou pour l'enfant? Pour l'enfant, parce que c'est lui qui est le nœud gordien de tout cela. Justement, le calcul, il est limité par rapport à Claude. Ces calculs ne sont pas les bons calculs. Les conséquences sont destructrices pour l'enfant. S'il doit avoir des avantages, ce serait pour la mère seule, mais qui va vivre ad vitam avec un chagrin très lourd. Donc il n'y a pas de conséquences positives, il n'y a que des inconvénients. Est-ce que cette histoire ressemble à des histoires vraies qui vous ont été contées? Des enfants qui existent et qui ne connaissent pas leur vrai père, mais qui croient que leur père est leur père alors qu'il n'est pas leur père? Bien sûr, on ne dit pas de nom, on ne cite pas le nom. Et seule la mère sait? Seule la mère sait. C'est une façon pour vous de dire aux femmes, de dire que, attention, certaines femmes les femmes sont dangereuses, seraient dangereuses. Enfin, certaines femmes seraient dangereuses. Certaines femmes seraient dangereuses, effectivement. Certaines femmes sont dangereuses, mais pas toutes, heureusement. Heureusement, bien sûr. Toutes les femmes ne sont pas des menteuses. Bien sûr, bien sûr. Elles le sont peut-être moins que les hommes, d'ailleurs. Mais c'est quand même fort de... Et comment la femme, puisque vous êtes l'auteur, comment est-ce que vous imaginez une femme qui vit avec un tel secret jusqu'à ses cheveux blancs? La question devrait être plutôt posée aux femmes. Vous avez eu des retours quand même, vous avez eu des échanges. Est-ce que d'autres personnes se sont ouvertes? Est-ce qu'il y en a qui vous ont parlé pour dire oui, il a peut-être 40 ans aujourd'hui, il ne sait même pas, je ne sais pas. Il y en a qui m'ont dit c'est mon histoire que vous avez écrite, monsieur. Il y a un monsieur qui vit aux États-Unis. Oui. Il a la quarantaine passée et c'est son père qui m'a dit mon enfant vient de savoir que je suis son géniteur. À la quarantaine passée? Quarantaine passée. Jusque-là, l'enfant pensait que c'était le putatif qui était le géniteur. Je raconte l'histoire d'un policier, mais que je ne nommerai pas. Bien sûr, bien sûr. Et quand il vous disait ça, comment est-ce que, je veux dire, comment est-ce qu'il s'est... Dans quel état d'esprit était-il? Et l'enfant également? Là, je parle du père géniteur, qui était au courant du secret. Mais pourquoi il n'a pas parlé depuis? Non, il ne pouvait pas le dire pour ne pas détruire la cohésion familiale de la femme. Bon, ça, je ne comprends pas. L'enfant lui appartient apparemment. L'enfant lui appartient, oui. Et même que de la même femme, un deuxième enfant est né, donc il était le géniteur et qu'il l'a reconnu. Mais le premier, la maman l'a attribué à quelqu'un d'autre. D'accord. Et justement, le géniteur, bon, je m'excuse, mais a-t-il été responsable de garder un tel secret? Oui, il a gardé le secret. Pourquoi? Il a gardé le secret jusqu'à ce que le père putatif vienne à décéder. Et comme tout s'est passé dans le même village, c'est le père putatif qui n'était pas vu du village, c'est un instituteur. Alors le père putatif, c'est donc l'époux de la dame? Oui, un instituteur allait donc travailler dans un village et qui s'est entiché d'une dame. Et puis voilà, l'histoire est arrivée. Et il est décédé après, donc le secret a été dévoilé. C'est terrible. C'est dramatique. C'est dramatique. Et là, c'est l'histoire de Claude et Nicolas. Et de la petite Ashley, donc, qui après, évidemment, il se rendra compte que bon, l'enfant existe. Mais à côté de cela, vous dépeignez d'autres tableaux, mais qui fait peur. Qui fait peur et on s'interroge. Et je vous laisse là la primeur. Qu'est-ce que vous dépeignez dans l'autre tableau? Au-delà de cette histoire de Claude et de Nicolas, nous avons posé, aller au-delà de cette problématique pour poser le problème des hommes qui n'arrivent pas à enfanter et qui se mettent en ménage avec des femmes. Ça, on ne dit pas ça tout en Afrique. Ben, on dit toujours que l'homme, c'est la femme qui a des problèmes, que l'homme, il est parfait. Est-ce que c'est juste de le dire comme ça? C'est pas juste. Je ne le pense pas. C'est pas juste. Parce que quand l'homme, il ne peut pas concevoir qu'il se met en ménage, d'abord, il peut le savoir. C'est méchant, non? Il peut le savoir et puis cacher à la femme. C'est méchant, très méchant. Il peut l'ignorer aussi. Mais quand il n'arrive pas à enfanter, que la femme, elle a des rêves d'enfantement, comment doit-elle faire? Il lui dit la vérité, que c'est moi qui ai le problème. Oui, mais après, ils doivent se séparer. Bon, il y a l'adoption. Ou alors doit-elle aller chercher des enfants ailleurs avec d'autres hommes? Mais là, c'est la promotion de l'infidélité. Ça, chacun d'apprécier.
S'il tolère ou s'il ne tolère pas. Monsieur Cablan. S'il tolère ou s'il ne tolère pas. Mais dans le livre, il a été évoqué ce monsieur qui a eu 4 enfants avec sa première femme. Oui, justement. Et qui s'est mis dans une deuxième relation où il n'y avait pas d'enfant. Il s'en a fait des examens, il est établi que depuis... Il n'a pas d'enfant. Voilà, depuis l'enfance, il est né de façon congénitale. Et donc les enfants de la première femme sont de qui? Ah, ben ce monsieur qui appelle sur la radio pour demander que doit-il faire. Alors, il faut lire. Alors, est-il sage ou manque-t-il de sagesse? Vous n'arrivez pas à enfanter. Une femme vous a gratifié, je dis bien, de 4 enfants. Vous faites comment? Vous lui dites merci. Quand vous savez que vous n'arrivez pas à enfanter, ouais, et que vous vous mettez en ménage avec une femme, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un discours vrai, de vérité. Oui, je t'aime, mais je n'arrive pas à enfanter. Si tu m'acceptes ainsi, eh bien, on verra comment trouver des solutions. Bien sûr. Mais quand vous n'informez pas la femme, et puis, bon, on a l'infidélité. C'est méchant, donc à chacun d'assumer. Donc chacun était méchant. Ben, peut-être l'homme, peut-être plus l'homme. Et quand l'homme, ce qui, moi, m'étrangle, c'est quand l'homme sait qu'il n'arrive pas à enfanter, et un enfant arrive dans le foyer, il est content, il fait le baptême, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, il est heureux, il est papa. Alors qu'il sait très bien qu'il n'arrive pas à enfanter. Mais les enfants viennent d'où? Ces enfants-ci, ils viennent d'où? La société ne se pose pas de questions. Et il ne parlera pas jusqu'à sa mort. Il ne trahira pas le secret. Pourquoi? Il aurait été au moins gratifié d'enfant et sa face sera sauvée vis-à-vis de la société. L'enfant est si important qu'on est prêt à se vendre. Je le crois pour la plupart des hommes. Pour la plupart des hommes, c'est important d'avoir un enfant. Pour la plupart des hommes. Et s'il n'y a pas d'enfant? Ici, dans notre société, en Afrique, je veux dire, oui. Voilà. Et s'il n'y a pas d'enfant, du coup, on s'interroge. C'est un déshonneur. On regarde la femme. Oui, hélas. Et quand il est avéré que c'est l'homme? Ben, il ne sera jamais avéré. Pourquoi il ne sera jamais avéré? Pour la femme, c'est toujours avéré que c'est elle. Il ne sera jamais avéré si la femme est intelligente. Pour vous, l'intelligence se ramène à quoi? Enfin, ramène à quoi? Rime à quoi? L'intelligence rime à obtenir un résultat. Un enfant. Peu importe les moyens. Ouh, c'est fort ça. Ah ben, nous sommes habitués à ça. Que le monsieur sache ou pas. Peu importe les moyens. Que la femme l'a trompé pour avoir cet enfant-là, puisque lui, il est stérile. Et il est assis, il est content, il mange le riz, il dit tout va bien. Les hommes vont accepter difficilement cela parce que, vous savez, nous les hommes, nous sommes orgueilleux. Et l'orgueil fera que l'homme va accepter difficilement cela. Donc, autant ne pas le lui dire. Mais je ne fais pas la promotion de l'infidélité. Mais autant ne pas le lui dire, mais il pourrait souffrir en silence parce qu'il sait qu'il est stérile. Et il doit plutôt savoir gré à la femme. Dis merci à la dame. Avec de l'intelligence, oui. Alors, quand il ne sait pas, on va faire entrer le docteur. Docteur, venez. Mais quand il sait et qu'il demande, qu'il sait qu'il est stérile, au cours du mariage, il veut un enfant, et voulant un enfant, il demande à la femme d'aller avec quelqu'un, peut-être de son choix ou de sa parenté, pour obtenir, vaille que vaille, un enfant. Mais c'est fort quand même. Et pourtant, ça existe dans nos sociétés traditionnelles. Docteur. Oui, bonsoir Christelle et bonsoir monsieur Cablan. Bonsoir docteur. De prime abord, pourquoi un titre qui connote négativement une œuvre où vous abordez des sujets que vous pensez que vous connaissez positivement? Pourquoi mensonge de femme? Mensonge de femme, docteur, parce que... Alors que, à l'intérieur, vous parlez plutôt d'arrangement d'une femme. Ah ben peut-être que je vais changer le titre. Arrangement de femme, cela. Oui, non, oui. mais il y a mensonge dès lors qu'on cache la paternité à un enfant. Il y a mensonge. Le titre peut être simplement commercial aussi. Pourtant, l'œuvre présente ce mensonge comme un arrangement et vous semblez cautionner ce qui est fait. Non, dans le cas de Claude, je ne cautionne pas. Je cautionne plutôt pour les autres femmes. Celle, par exemple, qui a eu 4 enfants avec son mari et dont le mari est allé chercher une autre femme pour faire des enfants et puis il n'y avait pas de fruit de cette dernière liaison. Bah, pourquoi est-ce que vous avez cette dichotomie dans l'analyse? Des femmes posent un même acte et vous avez 2 jugements, 2 poids, 2 mesures. Des fois c'est légitime, d'autres fois c'est condamnable. Un mensonge n'est-il pas un mensonge? Eh bien non, il y a des mensonges qui sont salvateurs. Attention. Il y a des mensonges qui peuvent être salvateurs.
et des mensonges destructeurs. Seriez-vous en train d'être, vous posez comme avocat de certains types de mensonges? Eh bien, oui, possible. Un mensonge intelligent. Un mensonge intelligent, comme je l'ai dit d'entrée. Pour vous qui vous apporte, n'est-ce pas, des résultats positifs? Bien sûr. Mais pour quand? Ben, Pour combien de est-ce temps? que nous ne sommes pas habitués à ça? Pour combien de temps? En dehors des liaisons amoureuses, nous sommes habitués à ça. Des Non, mensonges nous ne sommes pas là pour l'évaluation morale. Oui. Mais nous ne nous posons pas en instance morale. Mais pour combien de temps est-ce que cela peut durer? Cela peut durer toute une vie. Est-ce que ces mensonges ne sont pas des vérités retardées qui finissent par imploser en explosant? Je ne recommande pas ces mensonges moi-même. Je les comprends. Je les comprends du fait que des fois ils soient légitimes. À tout comprendre, qu'ils soient un peu que le monde soit un fourre-tout. Mais quand ça arrive, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Je ne cautionne pas cela, je ne demande pas aux femmes d'aller le faire. Je dirais même que quand vous ne pouvez pas faire d'enfants, vous restez en dehors des liens de mariage peut-être, ou bien alors, comme en Occident, vous pouvez vous marier sans faire d'enfants. D'accord. Mais quand c'est arrivé, il faut pouvoir rentrer dans la logique de la femme, la comprendre pour dire est-ce que c'est légitime ou c'est pas légitime. D'accord. Au-delà de ce titre, mensonge de femme, qui présente finalement les arrangements de la maternité, deux grandes questions me viennent à l'esprit. Est-ce que vous pensez que les sociétés africaines ne sont pas encore prêtes à vivre sans enfants? En termes de foyer, en termes de couple? Excellente question. Ben non, je pense que dans cette société africaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les hommes ne sont pas prêts à vivre sans enfants. Ah. En Occident, oui, mais ici en Afrique, je le crois moins. D'accord. Deuxième question, est-ce que vous n'êtes pas en train de dévoiler l'une des spécificités, n'est-ce pas, des traditions culturelles africaines en termes d'arrangement voilà. et même de moyens, n'est-ce pas, d'équilibre des foyers? C'est le cas. Parce qu'on a vu des familles où les harems sont nombreux. Oui. Une personne peut avoir 5, 10, 15 femmes dans son harem, avoir 80 ans, ok, voire plus, et avoir des enfants qui sont tout à fait neufs, pas toujours tous ressemblants, mais bon, ce sont ces enfants. Docteur, je vous concède cela. Vous nous le concédez? Je vous le concède. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire ne peut pas entrer dans la modernité? Entrer dans la modernité, ça pourrait, mais il faut Comment se est-ce mettre... que pourrait y entrer d'ailleurs? Il faut d'abord aussi se mettre sous l'angle de la spiritualité. Au niveau de la spiritualité, c'est blâmable. Comme je l'ai dit, quand on doit faire des prières de combat pour les délivrances et autres, c'est blâmable. Mais au niveau de la société traditionnelle, tant que c'est toléré, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes en train de dire que tout le monde est arrivé à l'heure du test de paternité? Que les hommes devraient faire le test de paternité de manière systématique, le test d'ADN, parce que là, vous jetez la suspicion sur toutes les femmes. Peut-être même qu'il faudrait faire des examens prénuptiaux. C'est-à-dire qu'avant même le mariage, il faut faire des examens pour savoir si on peut concevoir, si les sangs sont peuvent aller ensemble, bien sûr, compatibles. C'est aussi une possibilité. Est-ce que cette manière de faire n'est pas en train de jeter le discrédit sur la tranquillité de certains couples? Est-ce que votre livre n'est pas en train de mettre les couples à feu? C'est pour ça que je dis qu'il y a des mensonges qui sont légitimes, il y a des mensonges qui sont à tolérer. D'accord. Tant que l'enfant ne se pose pas de questions, il n'y a pas de... Il ne faut pas les fouiller dans la gadoue. Mais on a toujours quelqu'un dans l'entourage qui joue la mauvaise langue. Ben, quand le secret a été dévoilé, quand il n'a pas été bien tenu, c'est tant pis pour la dame. Est-ce que ce sont des secrets qu'on peut garder longtemps? C'est cela. Tout dépend de la femme. Ah bon? Pas Tant qu'il n'y a pas de seulement elle et de maladie, son entourage. tant qu'il n'y a pas de maladie qui oblige à aller faire des tests d'ADN, tant qu'il n'y a pas de maladie qui appelle des examens, la femme peut garder le secret ad vitam. D'accord. Alors, est-ce que vous nous présentez ici les sociétés matrilinéaires? Parce que c'est ça le matriarcat aussi, ok? Comme une société trompeuse. Mais non, non, bien au contraire. Vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, pour nous qui sommes du système matrilinéaire, il y a des interdits. On dit d'ailleurs à ce niveau que seules les femmes savent qui sont les pères de leurs enfants. Exactement. Bien sûr. Il y a des interdits, des symboles auxquels l'enfant n'a le droit ni d'approcher, ni de toucher. C'est-à-dire? Eh bien, un trône sacré, par exemple. Les attributs du trône. Quand vous n'êtes pas du lignage, vous ne devez pas l'approcher, les approcher. Il vaut mieux savoir. C'est pour cela que je pourrais même, moi, faire la promotion du matrilignage. Il vaudrait mieux savoir qui approche, c'est interdit. Il est du lignage, il peut l'approcher. Oui, il n'est pas du lignage, s'il approche, il appelle les malheurs sur lui. Voilà. Alors, cette manière de faire, ok, la possibilité ou bien le fait que certaines femmes cachent ou bien tronquent la paternité, est-ce qu'elle n'est pas elle-même un frein à la succion de sang?
à la succession de sang. Parce que finalement, il y a certains sangs qui ne se retrouvent plus sur le marché. L'enfant, il va dériver du... Le sang qui ne va pas se trouver sur le marché. Oui, non, mais sur le trône, parce que c'est non, le trône, ça dit que l'enfant dérive de la mère. D'accord. Le sang est de la mère, ça c'est assuré. Voilà. Donc les questions du père, non, il ne faut même pas chercher à comprendre. Mais dans la société traditionnelle, il y a un peu de... Comment, non, mais là, vous ne parlez que de la société Akan. Alors que le système, il n'y a pas que le matriarcat, il y a aussi le patriarcat dans notre société. Et ce genre de mensonge peut se retrouver aussi ailleurs. Donc si nous spécifions la question à l'aspect culturel Akan, elle est peut-être résolue, mais elle est résolue qu'à moitié. Et les autres? À chacun d'assumer sa culture. À chacun d'assumer sa culture. Je ne voudrais pas critiquer les autres, mais à chacun d'assumer sa culture. Mais là, l'environnement n'est pas que culturel, n'est pas que traditionnel, il est aussi urbain et moderne. Et c'est en cela que la question se pose. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, il faut systématiquement jeter le doute sur la paternité? Mais non. C'est inquiétant. Docteur, ne voyez pas la chose de cette façon. Je pose la question dans les extrêmes, parce que une chose comme ça... J'imagine que les gens regardent l'émission et se demandent... Mais attends, oui, alors si votre enfant a un petit nez qui n'est pas le vôtre, alors automatiquement, s'il a un front qui ne vous passe pas, automatiquement, s'il a un point de beauté et des favoris alors que vous n'en avez pas, bon, ben automatiquement, vous dites que c'est un mensonge, a priori. Vous avez vu comment Nicolas a résolu son problème? D'accord, mais tout le monde n'est pas Nicolas. Eh bien, il faut songer à faire des examens. Mais non, je ne dirais pas ça. Il ne faut pas douter quand il n'y a pas de suspicion, justement. Il ne faudrait pas douter. Est-ce que votre œuvre n'est pas un peu dangereuse pour ceux qui la lisent? Eh bien, je ne souhaite pas qu'elle soit dangereuse. Dangereuse au sens où, attention, elle sème le doute. Je ne souhaiterais pas. Mais pour le doute, nous sommes, nous tous, à un moment de notre vie, poser la question. Est-ce que je dérive vraiment de tel ou de tel? Chacun se pose la question pour rire. Est-ce que vous posez la question sur vos propres enfants? Non, on ne va pas ramener la question à l'auteur, madame. On peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Mais mes enfants me ressemblent très pour très. Donc, voilà. Donc, ah, mais non, si c'est... Je suis affranchi. Je suis affranchi de ces difficultés. Dès qu'il n'y a pas de ressemblance. D'accord. Ok, d'accord. Moi, je pense que ce livre est bien écrit. Mais la question que vous posez dans la préface, alors vous essayez de faire une préface. Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas porter la préface par une autre personne? Parce que vous faites un avant-propos, mais cet avant-propos ressemble bien à une préface que vous voulez faire. Vous voulez faire porter le livre et le présenter à votre lectorat potentiel comme un essai, comme un livre de qualité. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé automatiquement à un préfacier? Je n'y ai pas songé, mais je le ferai certainement pour les autres ouvrages. Les autres ouvrages, oui. D'accord. Alors comment est-ce que vous faites le passage? Parce que là, vous sembliez avoir un blocage à travers votre formation de scientifique. Entendez scientifique, ceux qui font les sciences dans les lycées et collèges, à celle de littéraire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette sorte de césure dans votre cheminement intellectuel entre faire de la science et écrire? Cela s'est vu par ailleurs. Mais, vous savez, Zola écrivait bien avec les sciences expérimentales. Le roman expérimental, c'était un roman scientifique. J'ai fait un bac série scientifique série C. Ben, si je suis allé à la série C, c'est parce qu'à l'époque, notre père, Foué Boigny, il nous a dit l'avenir appartient à la science et à la technologie. On s'est influencé, on s'est laissé influencer. Il fallait faire les sciences. Pas parce qu'on ne pouvait pas faire les lettres. Et donc, l'amour pour les lettres était là. Malheureusement, nous n'avons pas pu le cultiver. Alors, il me semble qu'il y a une certaine analogie dans l'œuvre que j'ai vue tout de suite. À la page 13, le livre débute par « Assise dans un coin de rue, à une encablure du domicile familial, la tête soutenue par la paume gauche, Claude semble n'avoir que du vacarme environnant. » Et le livre finit sur « Assis autour de la table ovoïde de la salle de réunion, Nicolas et les 4 membres de la cellule d'intelligence et de renseignement se doutaient bien de la raison de la rencontre impromptue. » Pourquoi cette position assise qui ouvre et qui ferme le livre? Est-ce un pur hasard? Non, ce n'est pas un pur hasard. Le livre commence par la fin. En fait, vous nous faites une sorte de retour sur la fin du livre. C'est cela. Mais pourquoi la position assise? Pourquoi est-ce que tout le monde est forcément assis? Ah oui, non, là c'est assise, la position assise, c'est le fruit du hasard. Est-ce que le fruit du hasard? Oui. D'accord. D'accord. Alors, docteur, au total, cette œuvre-là. Alors, au total, moi je lis ce livre avec beaucoup de... Je l'ai lu avec la peur constamment au cœur. J'avoue que chaque fois que j'avance dans le livre, il commence tout timidement. Mais après, lorsque le poteau rose commence à être dévoilé, on a peur
d'ouvrir les pages suivantes et on se dit attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Dans tous les cas de figure, ce livre pose une question qui, à l'origine, est dans nos sociétés traditionnelles africaines. Surtout les sociétés à Caen, particulièrement, qui sont les sociétés de lignage maternel. Maintenant, quand on a entré cette pratique dans la modernité, bon, il y a, pour notre gouverne, le test d'ADN qui est possible, le test de sang qui est possible, mais ce ne sont pas des pratiques qu'il faut recommander à foison. C'est clair, ça crée la suspicion. Ça crée de la suspicion. Par contre, recommander la lecture du livre, voir tous ces gardes et faire les postes, les bilans prénuptiaux. Ça, c'est plutôt la précaution à prendre. Ouais. Voici donc ce que je pourrais recommander sur le frontispice de l'œuvre Une femme sérieuse. Ok, un visage sérieux, qui fait qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. Mais un livre à lire parce qu'il est bien écrit en termes d'organisation de mots, de phrases. C'est un bon modèle et nous invitons l'auteur à la prochaine production, à la prochaine parution, à travers des sujets aussi sérieux que celui-là. Ce n'est pas seulement qu'un livre à l'eau de rose, c'est un livre qui vraiment compile des questions traditionnelles, des questions thématique modernes, très difficile à aborder. Très difficile à aborder. Parce qu'on imagine ces enfants qui, à 45 ans, 50 ans, découvrent que le père n'est en réalité pas le père, mais que c'est un autre, c'est un cousin, un jumeau ou un voisin. Et tout ce secret-là est gardé profondément par la mère. Notre auteur a dit, il dit que certaines femmes ont été intelligentes parce que vaille il fallait envoyer un enfant dans le foyer, souvent avec la complicité de l'homme. Voilà, quand c'est lui-même qui arrange l'affaire, ou de façon passive, il sait qu'il ne peut pas enfanter, mais laisse venir les enfants, 1, 2, 3, 4, et on l'appelle papa et il est tout content. Mais on fait le choix, je pense qu'à chacun de faire son choix. De faire son choix. Mais la question est ouverte. La question est ouverte. Le débat est ouvert, il est lancé. Le débat est ouvert, il est lancé. Et la réalité, n'est-ce pas, est dévoilée en fait. C'est ça qui est important. Loin de nous, la tentative de créer la suspicion dans les maisons. Pas du tout. Voilà. Loin de nous la tentative de créer la suspicion dans les foyers, mais il fallait vraiment que cette thématique-là puisse être mise au goût du jour. Ça, c'est clair. Il a déterré quelque chose. Oui, à tous ceux qui nous regardent, demain, ne courez pas vers les cliniques. Avec les enfants pour dire, viens, il faut que tu moi faire un petit examen, tu es un peu malade. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci de nous avoir suivis. Mensonge de femme, nous vous le conseillons absolument. Ouais. Et félicitations. Merci. Monsieur Cablan. Et en tout cas, le débat est lancé. Et c'est sur ces mots que je vais laisser, donc vous laisser en vous poussant à aller acheter le livre Mensonges de femmes. À dimanche prochain. Bonsoir.